Bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 du Paddock. Mon nom est Pierre-Olivier Doucette, PO Doucette, en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich. Hey, salut, comment ça va? Ben, ça va super bien toi de même? Ça va très bien, jeudi soir, Ben oui. paddock, des invités de feu, ça Ah peut oui. juste très bien aller. Très certainement. J'ai vu que tu as ajouté à ton décor, écoute, Mercedes, Ben Red oui, Bull, la hein? casquette Aston Martin. C'est assez incroyable. Il y en a un aussi qui a un beau décor qu'on adore recevoir. Écoute, presque un habitué du podcast Le Paddock, Raphaël Lessard, qui est avec nous. Salut Raph! Salut, ça va bien? Ben oui, toi de même? Yes, ça va très bien là. Enfin, un bon résultat à Bristol. Fait qu'on est content. Ben ouais, on est super content. On a suivi ta course justement lundi. Écoute, j'avais plus de courant ici. J'étais sur mon 5G. Puis j'ai passé une coupe de gigs à suivre ta course. Donc, j'ai pris une facture, là, mais j'étais bien content. Ben justement, parlons un peu de ton début de saison, Raphaël. C'est la première fois qu'on t'a là, depuis le début de la saison. Tu dis, ouais, enfin un bon résultat. Comment t'évalues ton début de saison avec GMS? Ah, ben, je suis très content encore de le changement avec GMS. C'est une très bonne équipe. Mon chef d'équipe, on travaille très bien ensemble. Puis quand que je dis quelque chose, il m'écoute puis il s'arrange pour faire des bons changements tout de suite sur la camionnette pour essayer de l'améliorer. Je dirais qu'on a commencé avec un bon début de saison côté rapidité, gagner 2 segments. On avait toujours la rapidité pour tourner en avant ou pour gagner, mais il arrivait toujours quelque chose. Détourner le Super Speedway, on s'est fait prendre dans un accident. Ouais. Après ça, le circuit routier, je me suis fait frapper dans le derrière, ce qui m'a causé 2 crevaisons à la fin de la course. On était très rapide. Après ça, Las Vegas, une erreur de ma part. Atlanta, on était très rapide, puis on a eu un bris de différentiel en arrière qui nous a arrêté notre course, écourté notre course de beaucoup. Fait qu'on on a fini très loin encore. C'était plate. C'était pas le fun, les résultats comme ça, parce qu'on savait qu'on était très rapide, mais il faut rester positif dans ces temps-là. Quand c'est dur, là, d'habitude, quand on apprécie encore plus les bons résultats. Fait qu'à Bristol, notre but, c'était de finir la course. On s'est dit, garde là, faut finir la course. Puis si on finit la course, ben, on devrait avoir de quoi de bon. Puis on a fini la course, puis on a fini troisième. Fait qu'on on a eu une bonne fin de semaine. Ouais, justement, à Bristol, c'était pas une course comme les autres. Raph, on a vu, bon, sur tes réseaux sociaux que vous vous êtes pratiqué un peu sur la terre battue. Là, on arrivait en fin de semaine, finalement, il y a plu. Donc, terre battue, pluie, c'est jamais bon ménage. Là, on l'a vu, ceux qui ont essayé de faire des tours, c'était pas grand visibilité. Donc, finalement, on est allé à lundi. Pourtant, t'avais fait un essai, t'étais première position, deuxième. Essai, t'étais 16e. Pourquoi t'es parti 29e sur cette course-là? Dans le fond, à cause qu'ils ont cancellé les qualifications, ils Ouais. sont allés avec la même formule d'habitude, les points et la position où tu as terminé la fin de semaine d'avant. Ah, OK. Puis moi, à Atlanta, j'avais brisé, fait que j'avais fini, je pense, 39e ou 40e, genre vraiment, vraiment loin, quasiment dernier. Puis c'est ça qu'il avait fait qu'on avait parti 29e. J'étais déçu un petit peu parce que je savais qu'on était très rapide puis qu'on avait une camionnette que si on partait en avant, on était capable de rester là. Mais bon, je partais à côté de Kyle Larson. Il y avait Kevin Harvick à côté de moi, Chase Briscoe juste à l'arrière de moi. Hey. Je me disais, ces gars-là, Chase Briscoe et Kyle Larson, c'est des excellents pilotes de terre battue, puis c'est des machines. Fait que je me suis dit, ils devraient être très bons dans le trafic. Fait que je vais faire exactement ce qu'ils font. J'ai juste suivi. Kyle Larson, ça allait moins bien de son côté, fait que je l'ai dépassé. Briscoe, je l'ai suivi jusqu'en 10e place. Là, je savais un petit peu que j'étais plus rapide que lui, fait que j'ai réussi à le dépasser. Puis c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, bon, là, il faut juste que je m'adapte le mieux possible à la piste. Ça séchait beaucoup, là, puis c'était vraiment rendu glissant. Il fallait vraiment être doux avec tout l'accélérateur, la camionnette, la façon qu'on rentrait dans le virage. Il fallait vraiment être très, très doux. Puis, en tout cas, j'ai tout donné à la fin. Là. On n'avait pas la camionnette pour rouler premier à la fin. On avait beaucoup de misère avec le devant de la camionnette, mais à faire tourner la camionnette dans le centre du virage. Mais bon, j'ai tout fait ce que je pouvais. J'ai eu un excellent départ, là, la dernière relance. J'ai presque réussi à dépasser la personne en deuxième place. Puis après ça, quand je me suis fait dépasser, j'ai tombé troisième, puis j'ai juste resté là. Puis je savais que
fallait que je maintienne ma position, que je reste en bas de la piste pour pas faire d'erreur puis que quelqu'un d'autre se pointe à l'intérieur de moi. Mais on a fait le troisième, fait on est content. Première course à terre comme ça, là, je pense qu'on ne pouvait pas ben demander mieux venant de la 29e place. Justement, écoute, tu étais sur la terre battue, tout ça. Explique-nous un peu la différence que ça fait, parce que bon, c'est sûr et certain qu'on était à Bristol, c'est une petite piste, un short track, mais c'est sûr qu'on ferait pas ça sur un speedway, mais quand même, quelle est la différence entre le Bristol, je crois que l'avais-tu fait l'an passé, Bristol? Oui, je pense. Ouais, OK. ben, j'ai couru quand même plusieurs fois à Bristol sur le béton. Ouais, c'est ça. J'ai même gagné en Super Lane modèle. Là, c'est une de Ah mes ouais. courses préférées. Mais sur la terre, comme ça, je pense que c'est la deuxième fois de son existence qu'ils ont fait ça à Bristol. Première fois en NASCAR, fait que personne ne savait à quoi s'attendre. On est arrivé là la fin de semaine, le vendredi pour les pratiques, puis on n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Tout le monde était là. Comment tu penses qu'on va rouler, puis tout ça? Tout le monde se regardait, puis était là. On sait pas, on va voir. Mais sur ta conduite, sur la conduite, je sais pas, est-ce que l'arrière partait plus, t'arrivais les virages, j'imagine qu'on négocie ça d'une autre façon. Quand c'est sur la terre battue, on voyait les camions faisaient un peu plus de drift, là, en bon français. Ouais, ben c'est surtout sur la terre, il faut vraiment que tu contrôles tout, presque tout avec l'accélérateur, avec le pneu arrière droit. Il faut vraiment que tu rentres en angle dans le virage. Surtout quand la piste est comme humide et est collante, tu peux vraiment exagérer l'angle pour tourner encore plus rapidement et rester sur l'accélérateur le plus possible. Mais à la fin de la course, c'était tellement glissant que je suis comme revenu avec mes habitudes de rouler sur la terre, sur l'asphalte ou le béton. Quand c'est vraiment glissant, là, ça ressemblait vraiment à ça. Il fallait vraiment être doux, puis fallait que tu sois le plus droit possible. Tandis que quand la piste était collante sur la terre, tu pouvais être en angle là, tant que tu voulais. Là, trop, c'est comme pas assez, mais tu pouvais être en angle bien plus que sur l'asphalte. Là, c'est vraiment plaisant. Moi, j'adore ça. Mais c'est sûr que ça se conduit très différemment parce qu'il faut vraiment que tu sois doux. Quand la piste est glissante, il faut vraiment que tu sois doux avec l'accélérateur. Comme par exemple, en début de course, on pouvait être 100% de l'accélérateur au fond, dans le centre du virage. Puis à la fin de la course, je me rendais même pas au fond sur les lignes droites. Oh, OK, Je ouais. n'étais même pas à moitié de la pédale sur les lignes droites. C'était vraiment là, c'était pareil comme ça sur la glace. Mais en Quand tout cas, même. en québécois, t'es capable de piloter sur la glace, c'est correct. Là. C'est peut-être ces skills de Beauceron-là qui ont fait en sorte que t'es allé faire une bonne Mais troisième. je faisais des jokes avec le monde là-bas à Bristol. Puis là, j'étais là. Ah, ça doit être à cause de toutes mes aventures sur la neige avec le pick-up à mon père, là, son Chevrolet. Pour moi ça a porté fruit. Je suis Ah, content, ça fait plaisir aux commanditaires. Puis c'est drôle que tu parles de Chevrolet. Il y a une question que je me posais quand même pas mal depuis le début de la saison. On sait que tu as passé de Toyota avec Chevrolet. Est-ce qu'il y a eu une adaptation à faire ou au niveau de la conduite, peu importe le manufacturier, c'est pas mal toute la même chose quand on court en camionnette comme ça ou en Euh, cop ou en peu importe, là? je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais c'est souvent des petits détails. OK. Comme ça réagit différemment dans l'air. Les super speedway, les pistes d'un mille et demi, il y a des choses que je trouve qui sont assez différentes. Mais je trouve que cette année, les Toyota sont très, 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 très forts. Là. Depuis le début de la saison, ils sont très rapides. Ils ont fait des bons changements, je pense, pendant la saison morte, avant le début de la saison. Puis il y a plus de Toyota. Il y a une équipe qui est passée, Tower Sport, qui est une des meilleures équipes, qui est passée de Ford à Toyota. Fait que là, il y en a partout, on dirait, des Toyota cette année. Puis, des Chevrolet, il y en a moins, mais on dirait on est très rapide, mais il faut qu'on aille chercher une petite coche de plus avec mon équipe là, pour vraiment aller rouler dans les meneurs, surtout sur les gros circuits. Je dirais que les bodies de Chevrolet, les carrosseries sont assez différents, puis ils réagissent assez différemment des Toyota. Fait il y a des petits détails que je trouve qu'on doit améliorer un petit peu.
Mais tout ce qui est circuit routier, la terre, puis les super speedways, je trouvais que la camionnette était excellente. Les petits circuits aussi. J'ai pas fait de petits circuits encore. Le prochain, c'est Richmond. Fait que OK? j'ai hâte de l'essayer. Mais les pistes de 1000 et demi, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille le plus. Mais Atlanta, je trouvais qu'on avait une très belle rapidité. Là. On avait remonté en 11e place jusqu'à temps qu'on ait un bris. Puis on était très, très rapide. C'est juste que faut continuer de s'améliorer. On veut toujours une autre coche de plus. Ben écoute, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la chose aussi en course automobile, puis un peu dans la vie. Mais crème, bonne question, Jean-Michel. C'est sûr et certain que quand on suit, exemple, la Formule 1, bon, on va se dire, bon, ben quand même, il y a beaucoup de changements entre constructeurs, mais là, j'avoue que le NASCAR ou les sports où on a deux, trois constructeurs avec sensiblement la même machine. C'est intéressant à savoir. Raphaël, est-ce que tu penses que ton adaptation là, en journée d'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, est faite? Ton switch est fait, là, tu peux explorer comme faut ta camionnette? Oui, je pense que ça n'a pas été très long, là, l'adaptation. Ça a très bien été. Puis, regarde, il me reste encore des. C'est plus à moi et mon équipe à s'adapter, mon équipe à ma conduite, moi à m'adapter à ce que mon chef d'équipe veut vraiment que je lui dise à chaque course pour l'aider à faire des bons ajustements. C'est juste des petits ajustements comme ça qu'on doit faire pour être encore meilleur, mais je trouve qu'on communique très bien. Moi, je suis très à l'aise dans ma camionnette, très confortable. On continue à regarder en avant pour le reste de la saison. On espère qu'on a tourné la saison de bord Ouais. sur le bon côté là, avec Bristol. Ben, c'est sûr et certain qu'une troisième position, c'est toujours très encourageant. Écoute, on t'a vu cette année avec plusieurs designs de camionnettes. Je sais que tu as eu plusieurs commanditaires différents. À ce moment-là, comment ça fonctionne? Je sais qu'à un bon moment donné, tu avais Canac, tu as eu Camping World. Je crois que tu as eu Richelieu aussi là, dans les derniers achats. Comment ça fonctionne, ça? Un week-end, c'est un, l'autre week-end, c'est l'autre. Comment ça fonctionne? Oui, mais dans le fond, nous, on est ouvert à chaque course. Dans le fond, comme Canac, qui ont choisi 5 courses cette année. OK. Quincaillerie Richelieu avait Atlanta et probablement Talladega. Euh, Camping World, on a vu, on était censé avoir Chevrolet, qui est dans le fond le programme de Chevrolet, GMS et tout ça, tout ensemble, était censé être sur la camionnette à Las Vegas. Mais là, on a vu que Camping World, le propriétaire de Camping World, offrait comme un challenge que si il donnait un montant d'argent si on portait ses couleurs, puis si on finissait dans le top 10 ou top 5, il augmentait le montant. Ah ouais, Là, OK. C'est hot, ça. on n'a pas réussi à augmenter le montant, mais là, c'est pour ça qu'à Bristol, j'avais Chevrolet. Mais il nous reste plein de courses d'ouvert qu'on peut, une compagnie veut s'afficher pour une course. Mettons, sont situés aux États-Unis aussi, une compagnie du Canada ou juste même une compagnie américaine qui est située au Tennessee. Puis, si je prends exemple Bristol, on y retourne. Ils sont situés proches de Bristol, OK. mais ils veulent avoir une visibilité ou créer un événement avec leurs employés. Mais nous autres, on est toujours ouverts on a toujours de la place sur la camionnette pour des nouveaux partenaires. Fait que c'est ça qu'on travaille très fort présentement pour essayer d'aller chercher le reste du montant nécessaire pour finir la saison avec des nouveaux partenaires. Toute l'équipe travaille très fort, puis on se croise les doigts pour que ça continue. Ben écoute, on Comme se tu l'as croise. mentionné tout à l'heure aussi, dans le fond, là, on espère relancer un peu la saison avec cette troisième place-là. Puis, comme on le sait en sport automobile, les bons résultats amènent les partenaires. Donc, écoute, moi, je te souhaite vraiment que ça puisse t'amener encore plus de visibilité. Puis, tu en as quand même énormément au Québec. Je regardais juste aujourd'hui toutes les entrevues que tu avais fait aussi dans la dernière semaine. Puis, c'est le fun. On voit Raphaël Lessard partout. Puis ça, c'est une maudite bonne nouvelle pour la recherche de partenaires, ça. Oui, c'est ça, on travaille fort. J'essaie de me rendre disponible le plus possible pour pour me faire voir le plus possible, me faire entendre le plus possible pour essayer de. Ça peut peut-être faire sonner une cloche dans la tête de quelqu'un qui veut m'aider. On accepte toute l'aide possible et on travaille fort de ce côté-là pour pouvoir finir la saison. Parce que
faut le dire, sans partenaire, je peux pas courir. Fait que on travaille fort. Ben écoute, justement, merci de ta disponibilité, Raphaël. C'est toujours le fun de t'avoir. Je sais que tu fais, écoute, que ce soit de Fox Sports aux États-Unis, au Sirius XM de NASCAR, à le Paddock, RDS, name it, là, je sais que tu fais à peu près tout le monde. Puis c'est très, très, très apprécié de pouvoir te parler. Merci d'avoir pris un petit 15 minutes avec nous autres. Ça passe extrêmement rapidement. On t'en remercie ben, ben gros. Je sais que notre prochain intervenant, Raphaël Chiopini, avait des petits troubles de connexion. Il voulait venir te dire salut. Il a pas pu. Je sais que vous êtes déjà croisés là, il y a quelques années à Trois-Rivières, mais il te faisait dire le bonjour, c'est sûr et certain, un autre bon tripeux de course. Là, on se demandait s'il y avait quelque chose avec les Raphaël. Là, semblerait qu'ils sont rapides. Là. Ouais, ben, vous lui direz salut de ma part. Puis, en tout cas, bonne chance pour sa saison à lui aussi. Là. On suit ça sur les réseaux sociaux. Excellent. Ben, Raphaël, je te souhaite une excellente soirée et nous, le podcast poursuit dans les prochaines minutes. Un gros merci. Ouais, toujours un fun de jaser avec Raphaël Lessard. Et là, on passe d'un Raph à un autre. Raphaël Chiopini qui est avec nous. On se l'était promis, Raph. On se l'était promis. T'en reviens quand tu veux. Tu viens jaser. Tu viens jaser de fin avec nous autres. Comment ça va? Hey, ça va super bien, vous autres, les gars? Ben oui, super bien. Écoute, on est Good, très good. en forme. On a la F1 est de retour, hein. Fait qu'on nous, on est très contents. On est content d'avoir parlé à Raph dans les dernières minutes également pour sa belle troisième position. Puis c'est drôle, on y a parlé de toi un peu à la fin, puis même avant le podcast, là, hors d'onde, puis il me disait ouais, il me dit quoi, il est bien fin, Raphaël. On s'est croisés une couple de fois, on genre ses réseaux sociaux. Vous êtes croisés, je pense, à Repentigny, ça se peut-tu? Ouais, exactement. Ben, dans le fond, on s'est connus par un événement qui était organisé par Dominique Fugère, le Grand Prix de Trois-Rivières. C'était il y a de ça trois ans, là, durant un événement au Vegas à Repentigny. Euh, C'était organisé, c'est ça, par Dominique Fugère, le Grand Prix de Trois-Rivières. Là. C'était une petite soirée c'était un après-midi durant le Daytona 500. Puis les deux, on s'est connus là. Puis, tu sais, c'est un chic type, c'est une grande maturité de sa part. Puis moi, je l'ai connu quand je commençais en karting au début. Ah Là. ouais? J'étais à mes débuts en karting à 17 ans, ouais, puis on a toujours resté en contact, on a toujours pris chacun de nos nouvelles. Puis je suis d'ailleurs très content pour lui là, avec sa troisième place à Bristol, avec son cheminement avec GMS cette année, là, je suis vraiment content pour lui. Comme on dit en anglais, il deserve it. Oh, Il ouais. mérite. Ouais, vraiment. Il mérite tous les efforts qu'il a fait au courant des dernières années de sa carrière. Mais là, on se demandait, là, on se pense sur une étude sociologique. Là, ici, on est des grands scientifiques, on a des grandes recherches là, au podcast Le Paddock. Est-ce que s'appeler Raphaël fait en sorte qu'on est rapide sur la piste? Là? On est en train de se pencher là-dessus. Là. Deux Raphaël, deux gars de course. C'est toujours le fun en plus. En tout cas, il y a une chose, les rafs sont sympathiques, ça c'est sûr et certain. Ouais, ça, on est unanime là-dessus. On s'obstine pas. Ouais, on a voté à l'unanimité, Jean-Michel et moi, fait que c'est pas un gros consensus. Toujours un plaisir d'être jaser avec vous, les gars. Raphaël, écoute, on va prendre de tes nouvelles avant de jaser F1, parce que bien sûr qu'on a jasé NASCAR avec Raphaël Lessard sur sa course. En fin de semaine passée, il y a eu Bahreïn, tout ça, mais en te suivant sur les réseaux sociaux, tu t'es transporté aux États-Unis. C'est un peu l'embryon de ta saison qui s'est passé en fin de semaine passée. Ouais, exactement. J'ai eu ma première date, comme on peut dire, Oh, avec yeah! la voiture. Là. Ça a été un premier coup de cœur, un premier début d'une grande aventure, je crois. C'était vraiment trippant pour vrai, les gars. Là, on est parti le vendredi. J'ai été accompagné par mon petit frère de 15 ans qui adore la mécanique. On a monté ensemble, puis je voulais lui présenter l'équipe. Ça, il a fait pratiquer l'anglais aussi en même temps. Donc, on est monté un beau voyage. Le samedi, on a pris le temps de tout régler les affaires qui restent à régler pour la saison, tout conclure comment que la saison était pour se dérouler. J'ai eu la chance de rencontrer la pilote. Dans le fond, il y a deux Formule 2000, là, dont une qui est pilotée à temps partiel par Megan Gix. Puis j'ai eu la chance elle est venue un après-midi le samedi, fait que j'ai eu la chance de la rencontrer, jaser avec elle, super sympathique. Elle va probablement venir tester à temps partiel avec nous cette année. Elle est du côté, elle va courser en Formule 600 en Europe cette année. OK, cool.
je crois qu'elle part très bientôt, là. Ouais, super sympathique. On a eu la chance j'ai eu la chance, c'est ça, de voir la voiture, de voir on a moulé mon siège, tout voir la mécanique. Dans le fond, moi, j'aime vraiment beaucoup la mécanique, là, tu sais, comme on parlait, Ouais! j'ai beaucoup, j'étais un taponneux, là, j'aime vraiment ça que ça soit sur la coche. Fait que, puis tu sais, dans le fond, c'est ça que je voulais avoir parce que je voulais connaître tout le fonctionnement de la mécanique. Comme ça, quand on arrive sur la piste, ben, les petits problèmes ici et là, quand tu es assis dans la voiture, ben, tu sais qu'est-ce que tu conduis, tu sais que quand tu changes de vitesse, c'est ça que ça fait dans le différentiel, dans la transmission, tu sais. C'est un peu la base pour pouvoir mieux décrire à ton équipe qu'est-ce qui se passe avec la voiture, pour l'améliorer, bien évidemment. Puis autant savoir, des fois, si ça fonctionne pas, tu sais, ça va être pour moi une première expérience avec des ailerons dans une monoplace. Ouais! Des suspensions, on a ajouté, c'est ça, samedi après-midi, puis dimanche matin, on a tout refait euh, le différentiel, le gearbox. Alors, on a remonté un peu, le moteur était remonté à l'envers, fait qu'on ils m'ont tout expliqué comment ça peut fonctionner et tout. Puis moi, j'ai vraiment capoté pour vrai, là. C'est une très bonne voiture j'appelle ça une voiture de guerre. C'est 1000 Ah livres ouais! à 200 chevaux, puis ça va rouler vite. Ça va Clairement. ressembler à quoi, justement, les prochaines étapes? Là, tu es allé faire le seat test, comme on dit en bon anglais, et tu as pu voir la machine un peu, d'ailleurs, d'un magnifique orange cette saison. Ouais. Ça va ressembler à quoi, là, tes prochaines semaines là, pour le début de la saison, justement? Ben, en fait, là, j'ai vu à quoi que ça ressemblait. J'ai eu un avant-goût, comme je disais, j'ai eu une petite date là, avec la voiture. Là. Mhm. Puis, en passant, ça a super bien cliqué. Fait que je vais Oui, la revoir. parfait. Une date qui a bien fonctionné. Fait que, donc, ouais, je vais retourner à Toronto. Parce que dans le fond, c'est à 15 minutes de Buffalo. Là. Fait que je vais retourner d'ici la prochaine semaine, je vais remonter voir l'équipe. Donc, probablement, d'ici les 2 prochaines semaines, je devrais retourner à Toronto voir la voiture vraiment complète avec les collants, avec tous les partenaires qui vont être affichés sur la voiture aussi. Euh, Ils vont tout expliquer l'aérodynamique. On va finaliser le tout pour la première fin de semaine qui devrait se retrouver à Shannonville le 24, 25, 26 avril. Une première fin de semaine en Ontario de testing. Puis, ouais, exactement, ça va être un 6 week-end testing parce que oui, tu sais, vous savez, les gars, autant c'est le fun, on veut tout faire des courses, mais à un moment donné, ça prend du budget, Ouais. ça prend du développement. Puis, je pense que on avait une bonne, euh, comment je peux dire ça, on avait un bon point de vue sur la saison dans le sens que euh, on voulait pas trop embarquer. Tu sais, moi, je voulais, premièrement, avoir beaucoup de développement dans la voiture. Parce que quand je vais arriver dans une fin de semaine de course aux États-Unis, je vais être prêt. Je vais être dans le game. Puis côté budget monétaire, on y était avec 5 week-ends d'essai, donc aux États-Unis. Excusez, en Ontario. Puis fait que Motorsport, Calabogie, puis Shannonville. Fait qu'on va faire un week-end d'essai par mois. Fait qu'avril, mai, juin, juillet, août. Puis à partir du mois d'août, si la situation monétaire et puis frontalière nous permet, on va aller tourner dans le programme Formula Race Promotion avec la SCCA Pro Racing aux États-Unis en septembre et octobre. Ça, OK. c'est un programme qui est développé par le Pro Racing aux États-Unis. Donc là, on va toucher la Formule 1600, la Formule 2000, on a la Formule Atlantique qui va être là, la F3 qui va être là aussi, avec la F4. Donc, c'est un très beau programme pour monter des échelons, pour se faire voir et se faire connaître. Puis, c'est sûr que moi, je vais être à 100% prêt. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est de représenter une entreprise québécoise au mois de septembre, puis amener la victoire euh, acquis de droit durant le podium pour cette première fin de semaine de course qui, souhaitons-le, va arriver au mois de septembre. Ben écoute, on te le souhaite également. Fait que c'est quand même beaucoup de travail là, pour se rendre au début de la saison là, pour votre équipe, là, à ce qu'on peut comprendre. Ouais, c'est beaucoup de travail. Je te dirais que comme je l'expliquais à l'émission précédente, je te dirais 85% du travail se fait hors piste. J'ai eu la chance cette année d'avoir 4 très bons partenaires majeurs
le groupe BMR, l'entreprise américaine Jax Performance, Exprotec.ca, qui est une entreprise qui me suit, notons-le, depuis mes débuts en karting. Donc, depuis 3 ans, l'entreprise d'Ormonde-Villoise me suit, m'encourage et c'est très bien géré. J'y recommande à 110%. Ils font ils font de l'esthétique sur camion, donc ils font du juste pour les camions, donc très, très bon service. Puis, bien évidemment, l'entente qui a été signée vendredi dernier, Motul, les huiles Motul, la filière canadienne, donc qui embarque dans l'aventure à temps plein cette année. Donc, on a une bonne équipe, autant hors piste que sur la piste. Côté mécanique, avec Bill Vallis, qui est le propriétaire de l'équipe, je crois que je suis entre de bonnes mains. Il a 60 ans d'expérience. Écoute, il a roulé de la Formule 1200 en Europe, en Afrique du Sud pendant au moins plus de 35 ans. Je suis très bien, accueilli, puis je suis très bien. Il n'y a pas de secret pour un gars comme ça avec la mécanique et avec autant d'expérience. Je pense qu'il se bande les yeux et il est capable de te démonter et de te remonter un moteur. Même pour vrai, les gars, je te dis, on a démonté le gearbox, là, puis il me montrait un peu comment démonter ça. Puis moi, je dévisse les noces, on descend, puis fait que là, il sort le gearbox, puis c'était comme 4 sets de gear avec des rings et tout. Puis il me dit, mets ça là, il dit, garde ça là, parce que j'aimerais ça que ça revienne comme avant. Moi, c'était comme des Legos. Lui, c'était comme, pitch ça, puis on va le remonter. Ça a pris, lui, c'était comme des Legos. Il remontait ça comme, je te dis, j'étais vraiment impressionné. Je lui ai dit de ralentir parce que je suivais pas la game pantoute. Je lui ai dit ralentir, je veux vraiment être sûr d'avoir bien compris, là. Oui, c'est sûr. Faut que t'aies retenu ça, là. Ouais, non, c'était très bon conseiller, coaching, puis très bon chef d'équipe. Écoute, Raph, très content d'avoir eu de tes nouvelles pour la Formule 2000. On va suivre ça. J'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Raphaël Chiappini. C'est toujours le fun de te suivre sur les réseaux sociaux. La dernière fois qu'on s'est jasé, Raph, on s'est rendu compte que Colin, quand on parle de F1, on décolle. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, on va le réinviter. On va jaser de Formule 1. Il va venir jaser dans le paddock avec nous autres, tout ça. Tout d'abord, as-tu écouté Drive to Survive sur Netflix? Tu le temps? Écoute, moi, j'ai pas eu la chance. J'étais vraiment occupé. J'ai écouté genre les 5-17 premières minutes là, où on voit le développement de la Racing Point, là, qui est aujourd'hui appelée Aston Martin. Mais ouais, j'ai écouté les 5-7 premières minutes. J'ai pas eu le temps vu qu'on est parti assez vite pour Baku, là. Mais non, c'est dans je vais avoir une fin de semaine de lousse avant les testings, là, je devrais me clencher ça. Il va binge-watcher, il semblerait que c'est un mot très à la mode. Là, t'écoutes ça back-à-back, mais tu vas voir, c'est une bonne série. Je pense que c'est la première fois qu'on s'en parle depuis sa sortie. Avant de jaser du Grand Prix de Bahreïn, toi, Jean-Mich, as-tu apprécié ta saison 3? Ben, je l'ai terminé tout à l'heure, donc oui? Je me suis dit qu'on allait peut-être en parler, fait que j'ai clenché ça, comme on dit, il me restait un épisode et demi. Puis écoute, c'est toujours très bon. C'est sûr que cette année, veut pas, avec la pandémie, on ne voyait pas beaucoup le côté spectateur. Il y a peut-être juste quelques endroits où est-ce qu'on a pu en voir. On a la Russie. On a à Monza aussi où est-ce qu'on a pu voir quand même quelques partisans, mais à l'extérieur du circuit qui allaient accueillir Charles Leclerc, Vettel et même Carlos Sainz qui était en devenir vraiment chez Ferrari. Mais non, comme d'habitude, c'est toujours le fun. Puis c'est ce qu'on mentionne à toutes les fois. Pierre-Olivier, dans le fond, qu'on va discuter de ça, c'est que même les gens qui ne suivent pas la F1 religieusement, avec une série comme Drive to Survive, ils vont s'y intéresser. On a notre ami Luc Boudreau, de Fan de Sport, qui nous a dit ça. J'ai même ma copine, l'autre fois, je l'écoutais, puis à un moment donné, elle est venue s'asseoir avec moi, puis elle a dit qu'elle trouvait ça intéressant, justement, parce que c'est pas une course qu'on écoute, on voit l'envers du décor. Puis il y a des histoires, il y a des chicanes, il y a des... En tout cas, c'est vraiment... je pense que c'est ce qui rend la chose accessible. Puis l'opération, on parlait avec Raphaël l'autre fois de marketing, mais je pense que c'en est une qui est très payante pour la Formule 1.
lundi, je suis allé faire un petit voyage du côté de Québec. J'écoutais la radio, l'animateur disait « Hey, j'ai écouté Drive to Survive, puis ça fait 20 ans que je n'avais pas écouté de Grand Prix. Puis j'ai écouté Barren du début à la fin. » Fait que je pense que ça fonctionne finalement. Ouais, écoute, j'ai un de mes collègues, Jacques Dubé, pour pas le nommer, producteur chez Bell Media, Rouge FM. M'a dit, écoute, je suivais Jacques Villeneuve, moi, dans le temps, puis je suis ça, tu sais, savoir mes petits gars sont rendus où, parce qu'on s'attache un peu à ces personnages-là qui sont très, très loin de notre réalité, là, de la personne moyenne. Ils sont loin, mais tu viens un peu dans leur vie, tout ça. Mais ouais, j'ai très, très apprécié, encore une fois, Drive to Survive. Et Jean-Michel, je te dirais, écoute, on dirait qu'on est dans un ton radio-canadien. Je vous dirais, Jean-Michel, que ma copine également, Joanie Gagnon, adorait cette série. Mais ce qui était drôle, c'est que nous autres, on la suit, la saison. Tu sais, on est des geeks, là, veux pas. Écoute, je savais à chaque fois que ça allait se planter, mettons, là, je le savais, mais ma blonde, elle savait pas. Fait que ce qui était drôle, c'est que là, moi, je savais, là, qu'Albon allait à crasher, là, sa F1. Là, c'était comme, hein? Et là, moi, j'étais comme, c'est peut-être le côté négatif, là. Nous, on suit ça vraiment beaucoup, là, que j'ai trouvé. Sait tout ce qui va arriver. Ben, c'est ça. C'est comme une série que tu as déjà écoutée, mais on aime voir l'arrière de la F1. Ça a sorti d'ailleurs une fin de semaine avant le Grand Prix, ce qui nous amène dans le désert de Bahreïn. Et comment avez-vous apprécié votre premier Grand Prix? A commencé peut-être avec Raphaël. Là. On a parlé de Drive to Survive, c'est un bout qui boit son eau. As-tu aimé ta course en fin de semaine, Raphaël? Je l'ai écouté en reprise hier. Puis, écoute, moi, j'ai vraiment une grosse déception. La grosse déception, on s'entend, c'est Alf. Écoute, Ouais. j'ai tombé en dessous de ma chaise quand j'ai vu Nikita Mazepin dès le premier tour, là, les deux premiers tours. Là, j'ai trouvé ça un peu désastreux. J'aurais pas aimé être ça, propriétaire de l'équipe As en fin de semaine. Écoute, mon point de déception est pas mal l'équipe As en fin de semaine. Puis, si on tourne de côté de la médaille, quelle performance de Red Bull. Écoute, avec Perez et Verstappen, on ne pouvait pas demander mieux qu'un spectacle, je pense. Ouais, j'ai adoré la performance de Red Bull aussi. On en a parlé avec, justement, tu parlais de Luc Boudreau à Fan de Sport. Pour ceux qui veulent l'écouter, c'est disponible sur notre page Facebook, notre entrevue avec la gang de Fans de Sport. Ben avec Luc, en fait, là, mais il y a des réalisateurs aussi, là, donc la gang de Fans de Sport. Mais on parlait, est-ce que Red Bull va être près de Mercedes en début de saison? Finalement, Jean-Mich, on était plus que près, on était même un peu devant. On était devant, puis je pense qu'on avait... c'était des impressions qu'on avait eues un petit peu en essai libre, je veux pas, en essai pré-saison, puis à chaque année, on était habitué souvent que Mercedes, on n'est pas favori, puis tu sais, dans les temps, c'est pas plus que ça. Puis finalement, on arrive en course, puis c'est une histoire qui est complètement différente. Mais il y a des signaux quand même, je ne sais pas si Raphaël t'avait remarqué aussi, qui mentent pas. Tu sais, on voyait des sorties de piste de la part des pilotes. On voyait qu'ils essayaient de faire des tours lancés, puis on perdait le contrôle de la voiture. C'est pas des choses qui sont habituelles du côté quand même de gens comme Hamilton ou Bottas. Donc, il y avait des signaux quand même qui ne mentaient pas. Mais quand on est arrivé en fin de semaine, je pense que ça s'est concrétisé. Puis même en qualification aussi, à un moment donné, en Q3, on fait « Wow, quel tour de Hamilton! » Mais Verstappen, paf, presque une demi-seconde, je pense qu'on était... Ouais, 488, si je me trompe devant la Mercedes. Fait que ça confirme que pour une fois cette année, au niveau de Red Bull, on part même avec un peu d'avance sur Mercedes, puis c'est une très bonne chose. Dans les autres années, malheureusement, c'était toujours du rattrapage. On partait avec une demi-seconde en début de saison, puis on sait que si Mercedes développe, mais il faut développer 2 fois plus vite si on veut vraiment aller combler cet écart-là. Fait que, écoute, très satisfait. Ce qu'on a vu en essai de pré-saison, ça s'est confirmé en course. Mais là, c'était une course. Après ça, on va voir la réaction vraiment des équipes. Déjà, chez Red Bull, on a annoncé pour Imola qu'on va avoir des améliorations. Fait qu'on dit, on a de l'avance, mais on ne veut pas perdre l'avance. Puis là, ça va être de voir aussi chez Mercedes, une équipe avec autant de cerveau et de génie qui sont là. Je pense qu'on s'enligne vers une saison qui va vraiment être incroyable. Hamilton l'a dit aussi, c'est le fun d'avoir de la bataille. Puis
c'est peut-être plate un peu, des fois aussi, toujours d'être seul en avant. Ouais. Puis je pense que c'est quelqu'un aussi pour qui ça va le challenger. Fait que peut-être qu'il va encore remonter son pilotage d'un cran. Puis avec un surdoué comme Verstappen, je pense que ça va être de toute beauté cette année, moi. Ouais, je suis très d'accord. Je pense qu'on va avoir beaucoup de compétition, mais tu sais, en étant pilote de course, je peux vous dire qu'une saison, les gars, c'est très, très long. Ouais, hein? C'est très demandant, c'est beaucoup de travail. Fait que là, ça va être de savoir est-ce que Red Bull va pouvoir continuer sur sa lancée, parce qu'on sait que Perez a fait une remontée spectaculaire. En fait, Ouais. c'est très, très incroyable ce que Perez a fait le travail derrière la Red Bull. Moi, en étant pilote de course, on parlait de Haas tantôt. Moi, je trouve que c'est des erreurs que je sais pas s'il y avait un problème avec la voiture, là, mais Haas a du rattrapage solide à faire, là, comme tu disais, Jean-Michel. Haas, on est en retard solidement. Je sais pas si le développement des pilotes va se faire très bien, mais écoute, en étant pilote de course, tes pneus sont froids, la piste est très, très froide. Et puis là, au premier tour, deuxième tour, tu vas chercher le maximum des vibreurs sur la peinture. En Formule 1, c'est une erreur que j'appelle débutante, d'après moi. Mais c'est une question qui m'amenait, que je voulais te poser aussi, Raphaël, avec ça. Parce que quand on a vu les débuts, premièrement, quand ils ont signé Mazepin, on a tous été restés un peu perplexes parce que dans l'Académie Ferrari, il y avait quand même un gars qui s'appelle Schwartzman, qui a Ouais. fini, si je ne me trompe pas, dans les 3 premiers du championnat derrière Peut-être Mick Schumacher. deuxième, je Donc, crois, ouais. deuxième, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que c'était quand même le deuxième pilote le plus talentueux. Mais on a compris en écoutant Drive to Survive, je ne veux pas te voler un punch, qu'on est allé chercher Mazepin parce que son papa avait beaucoup de sous. Puis on s'est demandé, quand le week-end a commencé en qualification, il nous fait des spins au bout de la ligne droite. En course, la même chose. Ma question, est-ce que c'est là qu'on se rend compte que l'argent ne peut pas acheter le talent? C'est une très bonne question. Je m'attendais pas à m'en faire poser, mais pour vrai, elle est très, très bonne. Mais tu sais, on s'entend qu'entre la F3, entre la F4 et la F2, si on parle pas de la F3, il y a une très grande marge côté profit de la voiture. Puis quand on fait le saut de la F2 à la F1, j'écoutais des reportages avec Jacques Villeneuve. La F1, c'est un monstre versus la F2. Donc, oui, tu peux faire le saut en F1, mais comment le pilote va réagir, ça, c'est un gros guess que Haas a pris. On s'entend, là, on comprend que oui, ils ont un manque de partenaires qui ont compensé par l'avenue d'un pilote qui amène des fonds assez solides, comme tu peux mentionner. Donc, Ouais, ben, certains mais parlaient de cash seat, là, tu sais, un Ouais. siège payant, là, si on veut. Là, mais écoute, c'est sûr et certain que là, tu nous parles de manque d'expérience, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain que tu espères que le gars finisse un tour. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, toi-même, je là, pense t'es que déçu. il y a beaucoup, c'est beaucoup mental, le sport automobile. Hein. Mhm. En étant pilote de course, peut-être que Nikita était beaucoup stressé, peut-être qu'il Très était pas nerveux, à l'aise, peut-être probablement. que Là. il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent faire que, un petit envie a fait qu'il avait été un petit peu plus agressif. Puis on s'entend que c'est un Grand Prix que tout le monde poussait la machine, là. Tout le monde voulait sa place. Puis il n'y a pas personne qui jouait les points en fin de semaine, là. Je veux dire, tout le monde voulait gagner. Puis là, au fur et à mesure que le championnat va aller, plus que on va voir des équipes qui vont prioriser certains pilotes pour jouer les points, certains pilotes qui vont jouer le championnat ou jouer la victoire à certains moments. Ce qui m'amène à notre merveilleuse bataille entre Hamilton et Verstappen à 6 tours de la fin. Euh, Moi, je crois que Verstappen a fait un move un petit peu trop de bonheur. Moi, je pense que j'aurais été un Ah petit ouais. peu plus patient. Là. Oui, il y avait le momentum, mais je crois qu'il aurait dû garder ce momentum-là puis se trouver une ouverture. Parce que Hamilton est un pilote tellement intelligent que tu dépasses, il reste 4 tours à faire. Hamilton a encore une chance de se retrouver. Euh, Là, c'est dommage parce qu'il y a eu une sortie de piste lors de son dépassement. Mais moi, je crois qu'on aurait dû prendre Hamilton par surprise au lieu de prévoir un dépassement qu'Hamilton devait venir le voir. Et, Hamilton le savait, là, donc, puis il savait déjà, il y avait trois points de dépassement. Donc,
on aurait dû, je pense, jouer de surprise pour Verstappen. Ouais, c'est un peu le défaut de Max Verstappen. On l'a vu l'an passé, c'était le Grand Prix du Portugal. Il était derrière Perez. Et c'était magnifique, votre breuvage synchronisé, les gars. C'était parfaitement en écoute, même temps. 9 Bravo. sur 10. Ah ouais, 9.5. C'était un Mais... essai de 49 à soir. c'est ça, exactement. Mais quand on regarde ça, tu sais, Max Verstappen, ce sera peut-être le défaut de sa qualité. C'est un gars qui pousse, c'est un gars qui va à la limite. Et depuis qu'il est arrivé en F1, on se dit souvent, ah, il est allé un peu trop pousser la voiture. C'est pour ça qu'il a été sorti de piste. Ça, depuis une couple d'années, je te dirais une saison et demie environ, c'est peut-être calmé un peu, mais je pense que derrière Hamilton, et le fait aussi qu'il a roulé devant, on l'a arrêté un petit peu plus tard, on a perdu avec ce qu'on appelle l'undercut, donc l'arrêt anticipé, se retrouve 7-8 secondes dernière. Comble le gap, Hamilton s'arrête, on roule devant, on perd encore des secondes, on est à 8-9 secondes. Et que là, tu cours un petit peu tout le temps après ta queue et finalement, je pense que le naturel est revenu assez rapidement pour Verstappen. A tenté une manœuvre dans un secteur qui aurait pu fonctionner. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. Mais c'est sûr et certain qu'au moins, les gars, dans cette course-là, puis je sais pas si vous allez être d'accord, mais on a vu des segments très différents. On a vu la fin avec les deux premiers. Pendant un bon moment, là, on avait Sainz, Alonso et Vettel. Les trois, là, ça se promenait comme ça. Un bon moment donné, je me rappelle pas quand on a vu trois F1 se battre comme ça pendant une coupe de tours. Là, s'il y en a un qui avançait, il se ramassait déjà d'un autre bagarre. Donc, au moins, côté télé, on avait des bagarres tout au long de la course, ce qui n'était pas vraiment le cas. Puis normalement, ben, s'il y avait deux, trois fights, on regardait ça, on faisait ah, ok, ouais, c'est cool, quel dépassement. Mais on regardait un peu le classement, puis on voyait, bon, Hamilton, 20 secondes derrière Bottas, 8 secondes derrière Verstappen. Fait que, tu sais, le podium était déjà gagné. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que côté spectacle, on en a eu plus en fin de semaine. Je peux avoir vos avis là-dessus. Écoute, je vais y aller. Vas-y, Jean-Michel. Je vais laisser. Vous êtes Ok, synchronisés. J'y vais, c'est bon. Vas-y. Mais on est trop synchronisés, c'est ça notre problème. Ben oui, mais c'est quoi cette affaire-là, cette télépathie-là? Je sais pas. C'est écoute, louche. mais c'est ça, je vais faire ça bref, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu mentionnes, dans le fond, PO. Dès le départ, on a vu des bagarres. Oui, tu sais, c'est vrai, ça s'est éloigné un petit peu en avant. Ensuite de ça, ben, il y avait Bottas, encore une fois, Bottas qui finit comme à 6 secondes d'Hamilton. Il a la même voiture, mais tu sais, encore une fois, il est largué. Puis après ça, ben là, on avait du fun, comme tu as mentionné. Écoute, on avait McLaren, on avait AlphaTauri, le jeune Tsunoda aussi. Oui, bravo. Première course, il a été super impressionnant. Puis il dit, écoute, moi, j'ai eu du fun, puis je vais juste m'améliorer. Lui, le petit gars, là, il est vraiment, contrairement à Mazepin, lui, il était prêt, là, puis il avait vraiment beaucoup de confiance, puis je pense que ça a apparu. Une petite déception aussi pour Pierre Gasly, là, qui a accroché son aileron au début, puis qui n'a jamais pu, malheureusement, s'en remettre après. Mais tu as raison, écoute, les bagarres qu'on voyait avec les écuries de milieu de peloton. Puis ce que j'ai remarqué le plus dans le premier Grand Prix qu'on a vu, je ne sais pas si Raphaël, tu vas être d'accord, PO aussi, les pilotes qui arrivaient dans des nouvelles écuries, excepté Carlos Sainz, Ricardo, c'était moins facile. Vettel, ben, c'était une catastrophe. J'espère que ça va se replacer parce que sinon, je suis en train de me dire que les 4-5 ans chez Ferrari auront complètement détruit la confiance de ce gars-là. Là. J'espère que ce n'est pas le cas, mais vous allez être d'accord que peut-être dans 4 ou 5 Grands Prix, il va falloir que ça se rétablisse là, du côté de Vettel. Parce qu'on va peut-être commencer à regretter d'avoir laissé passer un gars comme Sergio Pérez qui nous a donné notre première victoire à la fin de dans l'avant-dernier Grand Prix la saison passée. Mais les batailles de midfield, là, ça va être ça, je pense, qui va être le plus intéressant. Mais juste le fait que Verstappen soit au niveau d'Hamilton, deux titans qui se battent comme ça, c'était super le fun à voir en fin de semaine. Course très excitante aussi. Puis je pense que c'est super bien parti pour l'année, là, excepté, comme on disait, peut-être Haas tout à l'heure. Puis c'est drôle que tu mentionnais Raphaël du côté de Haas qui t'a un peu déçu. Mais écoute, moi, c'est un peu spécial ce que je vais mentionner, mais du côté de chez Haas, on a dit, nous, c'est la voiture de 2020. On ne met pas une scène, on met tout notre argent sur 2022. On n'a même pas utilisé les jetons de développement qu'on donnait.
Fait que moi, on a vu beaucoup de dessins où est-ce qu'ils montraient que le fond plat a été ratissé. Je me dis, ils ont-tu pris une jigsaw puis ils ont coupé ça avec, avec un choke line, puis c'est comme ça que ça s'est fini. À mi-terme, dans l'usine. C'est à la blague, là, mais ça a quasiment l'air de ça. Ils ont dit qu'ils ne mettaient pas une scène noire là-dedans. C'était un peu spécial. Non, je pense qu'on. Tu sais, moi, je regardais les 21 premiers tours. Tu mentionnais McLaren tantôt. Écoute, je pense que McLaren avait une bonne constance. Pourquoi à la moitié de course, on a, on a délégué un peu les places vers le fond de grille? Écoute, je pense que McLaren, comme tu dis, on va avoir une bonne bataille cette année. Puis Aston Martin, souhaitons que ça fonctionne comme on l'a promotisé, si je peux utiliser le terme. Mais non, moi, je crois que pour le Grand Prix d'Italie qui va avoir lieu dans 2 semaines, là, je crois on a une très bonne date, comme que je disais tantôt. Ouais, puis ça laisse beaucoup de temps là, aux écuries de s'adapter justement là, pour le prochain Grand Prix qui va avoir lieu à Imola. Et contrairement à la saison passée, il y a beaucoup de temps là, entre les deux Grands Prix. Là. Imola, c'est quand même loin. Écoute, j'ai pas la stats, là, mais. Je pense que c'est C'est la fin de semaine du le 20. 16 avril. Ouais, c'est ça, 16 ou 16 18 hein? avril. Ouais, Ouais, c'est ça. 18, c'est en plein ça. C'est, On a 3 semaines, certains, pour facilement. Ouais, c'est la fin de semaine que je devrais être off, fait que je devrais être capable de l'écouter live. On va pouvoir s'en parler. C'est ça, Drive to Survive, puis le Grand Prix, ce gars-là va être heureux à souhait. Yeah. Et oui, Raphaël, j'avais la question suivante pour le côté course. Écoute, toi, pendant que tu es en course, est-ce que tu aimes mieux être un gars troisième à 7-8 secondes, t'as rien en avant, 7-8 secondes, rien en arrière, ou terminer septième, mais tu t'es battu entre la 10 puis la 6 tout le long? C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir les deux en Ouais. 1200 cette année. J'ai eu la chance de me battre entre la 5e et la 6e position comme toute la course. Le premier week-end que j'avais fait en course à Shannonville. Euh, Moi, j'avais vraiment aimé ça parce que tu gagnes de l'expérience. Et veux pas, tu réfléchis pas de la même manière quand tu es en arrière, mid-peloton, que quand tu tournes en avant. Moi, je suis pas mal plus passif quand que je vais tourner en avant. Je donnerais pas ouais, je suis pas mal plus un pilote passif quand je tourne en avant, puis j'aime mieux être deuxième que premier durant une épreuve. Pourquoi? Parce que tu es capable d'analyser le pilote qui est en avant de toi. Tu es capable de voir ce que tu peux freiner un petit dixième de plus que le pilote en avant. Quand tu es premier, oui, tu as une idée dans les miroirs, dans les rétroviseurs qui sont à peu près plus petits qu'un téléphone cellulaire. Voir en arrière, OK, c'est là que je le perds, là, il me gagne. Ouais, fait que, tu sais, moi, je suis plutôt agressif, un petit agressif passif en mid-peloton pour maximiser mes pneus, maximiser ma suspension et le moteur pour avoir du jus à la fin de l'épreuve. Puis, quand on tombe en front field, qu'on appelle, quand on tombe dans les 5 premiers, 4-5 premiers, quand on est rendu à 1 seconde de différence, 2 secondes, là, on voit le côté stratégique qui embarque. Puis là, c'est vraiment un travail d'équipe. Tu entends dans les écouteurs ton spotter, chef d'équipe, qui dit des mots-clés à combien de secondes qui était rendu versus l'autre, le nombre de tours qui reste versus la stratégie que l'équipe veut t'amener avec ton copilote. Parce qu'il y a toujours une possibilité de travailler en coéquipier, puis c'est ça qui est vraiment le fun. C'est que tu développes des relations, puis tout le monde est gagnant. Puis à la fin d'une épreuve, le but, c'est d'avoir du plaisir, avoir le sourire. Puis si tu as tout donné à la fin d'une épreuve, sois fier de toi, puis on passe à la prochaine. Ben, c'est une belle mentalité, puis je pense que, tu parlais tantôt de Yuki Tsunoda, je pense que ça a été ça en fin de semaine, sa mentalité, puis ça a payé. Puis je voulais revenir sur ce pilote japonais-là, parce que au début, je me suis dit, bon, c'est la dernière année d'Honda, on place un japonais, il va être là, puis ça va être ça. Hey, sérieusement, il m'a impressionné en fin de semaine, et même,
Je me rappelle plus si c'est Zach Brown qui a dit ça chez McLaren. En tout cas, il y a quelqu'un quand même d'une bonne importance. Il faudrait que je retrouve c'est qui l'a dit, mais quand même quelqu'un qui n'est pas un pied de céleri qui a parlé que ce sera la recrue de l'année, ce petit gars-là, parce que est petit parce qu'il mesure 5 pieds 2, là. Mais sérieusement, il a été. J'espère qu'il touche aux pédales, parce que Ouais. moi, Hein? en fin de semaine, moi, je touchais pas aux pédales. Ah ouais? Ben, ils ont modifié, hein? Ils ont modifié. Ben, toi aussi, j'imagine, là, si tu touchais pas au pédale, c'est un peu un point un peu tannant, là. Mais oui, ils ont Il manquait modifié. 2 pouces à peu près. Ils ont Je disais que ça modifié. avait été pas facile, hein, justement parce Ouais. qu'il était petit, il a fallu qu'il fasse des ajustements un peu à l'inverse, comme l'année passée quand Russell avait pris la voiture d'Hamilton. Ben là, Russell est pas mal plus grand qu'Hamilton. Là, c'était vraiment à l'inverse. Il a fallu qu'il ajuste les pédales et tout. Donc, ça n'a pas été. Gasly est quand même assez grand, si je ne me trompe pas, Pierre Gasly. Là, c'est ce Oui, qu'on peut voir un ça. peu dans Drive to Survive, mais c'est sûr que Tsunoda à 5 pieds 2, c'est quand même dans le très petit, mais c'est spécial quand même toute l'adaptation qu'on est capable de faire comme ça sur les voitures. Puis si on prend un petit peu ton exemple, Raphaël, dans les voitures, dans le fond, que tu vas conduire comme ça au niveau des ajustements, est-ce que les pédaliers, c'est des choses qui se déplacent ou est-ce qu'on doit mettre des adapteurs ou des choses comme ça? Ouais, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tu sais, je me suis assis. En fait, t'es pas assis dans la voiture, t'es vraiment couché. Couché, C'est comme en Formule 1, là, tes talons t'arrivent à peu près au cou-épaule. OK. Donc, t'es vraiment couché. T'es couché, puis après ça, t'as ton siège qui descend. Fait que OK. t'es vraiment couché. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est que moi, j'étais comme trop reculé dans le siège. Donc, on a voulu m'avancer versus tout le setuping avec les coudes et les poignets. Donc, non, c'était bien drôle de voir qu'il manquait un petit 2 pouces. Là. J'étais pas grand comme gardien de but, puis je réalise que j'étais plus grand dans une compétition. Ouais, mais au moins, les pilotes pas grands, c'est un cliché. Les gardiens de but à cette heure sont tous rendus à 6 pieds 7. Là. Ouais. Écoute, j'étais à 5 pieds 10, puis je serais petit aussi. Hein. La seule affaire, c'est que j'ai une bonne shape. Fait que quand je mets des épaulettes, je couvre plus. C'est plaisant comme ça. Mais pilote auto, je rentrerais pas dans ce que tu rentres. Fait que, à moins que Ouais, tu moi, vives tout un régime. je rentre juste correct dans Ah l'auto. ouais? Faut pas que je prenne faut que j'évite les Big Mac au McDo. Ah, Colin. Ouais. Ça c'est un Tu peu prends de plat. l'eau, c'est bien correct. Oh, ouais. Ouais. Mais non, pour vrai, les gars, je pense qu'on a eu droit à un bon Grand Prix. Je pense Ouais. qu'on va avoir une très belle saison de Formule 1 qui s'annonce palpitante. Ben écoute, ça fut un plaisir, Raph, que tu jases avec nous. Toujours le fun de jaser F1. Écoute, on te souhaite une bonne continuité avec la F2000. Quand tu as des nouvelles, là, tu nous écris. Puis écoute, au courant de la saison, c'est sûr et certain qu'on se lâche un quart. Écoute, la saison se déroule jusqu'en décembre en Formule 1. Fait qu'on aura sûrement. On a le temps en masse de s'en revoir et de C'est ça. discuter de notre merveilleux Nikita Mazepin, Oui. savoir qu'est-ce qu'il va faire. D'ailleurs, c'est fait renommer Nikita Mazepin pour un Ah, spin. OK. Ouais, c'est son surnom sur les réseaux sociaux. Peut-être un peu moins glorieux. Fait que non, ça fait un gros plaisir, mon cher. Puis écoute, on se dit à la prochaine, Raphaël. À la prochaine, les gars. Bonne soirée. Hey, merci, Raph. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Ouais, ben Jean-Michel, toujours le fun de jaser avec notre ami Raphaël Chiopini. Puis en effet, on a eu un beau Grand Prix en fin de semaine à Bahreïn. On est bien énervé pour Imola, ça c'est sûr et certain. Oui, ben on se revoit dans 3 semaines à Imola. Puis gros merci à nos invités d'aujourd'hui. Oui. Raph Lessard, c'est toujours le fun de le recevoir. On ne s'était pas parlé depuis le début de la saison. Fait que là, ça a été fun de faire un petit recap avec lui aussi pour savoir où est-ce qu'il en était rendu. Puis notre ami aussi, Raphaël Chiopini, qui est venu nous parler de Formule 1. Puis maintenant, on connaît les prochaines étapes pour lui. Donc, des essais libres qui s'en viennent. On a procédé au moulage du siège, les ajustements. Je pense que ça s'en vient bien là, pour la saison qui s'en vient. Donc, un bel épisode. Je pense qu'on peut être fiers. Oui, on peut être fiers. Et comme à chaque épisode, écoute, on prend notre petite bière de la semaine. Cette semaine, on est allé dans les mêmes couleurs, pas dans le même pourcentage, par exemple. T'es allé avec quoi, Jean-Michel? Ben écoute, grâce à mon bon ami Patrick Bouchard du marché Centre-Ville, la semaine passée, j'ai pu mettre la main sur un petit caisson de Péché Mortel. Donc, chaque année, il y a le fameux Péché D par la microbrasserie Dieu du Ciel qui est située à Saint-Jérôme. Donc, ce soir, j'ai bu la Péché Mortel, café infusé
comme tu as mentionné, on est un petit peu plus haut en pourcentage, mais qui se prend quand même extrêmement bien. Donc, encore une fois, on ne se trompe pas avec Dieu du ciel. Là. Depuis les tout débuts de la microbrasserie, ça a toujours été des hits. Puis je te confirme que ça se poursuit ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu bois, Oui, Flo? écoute, moi, je suis allé régional avec la micro de Saint-Aude. T'as peu. OK, Oh ouais. yeah, la Black Light. Oui, il y a une édition avec le café Arvida Roasting Co. Mais cette fois-ci, c'est la standard. J'y avais pas goûté la standard, j'avais juste goûté elle avec justement le café. Les deux sont excellentes. Puis là, quand j'ai vu Start à l'avoine, je me suis dit, tiens, ce soir, ce serait bon. Écoute, Jean-Michel, c'est rare qu'on parle d'autre chose que le sport automobile, mais en ce mercredi, journée de l'enregistrement, on a perdu quelqu'un au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle Robert Hakim, qui a été tout un ambassadeur des festivals de bière ici au Saguenay avec le Festival des bières du monde. Écoute, j'ai même un verre de l'édition Saint-Patrick en ce moment. Il y avait ma première bière dedans tout à l'heure. La Saguenayenne. Ouais, c'était super le fun. Producteur de spectacle, bien sûr, Rite du monde, Festival des bières du monde, panoplie d'événements pour Robert Hakim qui malheureusement est décédé. Donc, je voulais élever notre verre pour ce qu'il a apporté à la bière ici, tout ce qu'il a apporté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, bon repos, Robert. C'est la salutation que je voulais faire pour C'est très cet bien épisode. fait. Ouais. Écoute, on a tellement de souvenirs qui sont liés à Robert Hakim. Je ne le connaissais pas personnellement. Je savais qui il était. Ça a été quand même un choc pour moi aujourd'hui de lire ça. C'est rare qu'on voit, par exemple, des personnes qui nous ont quittés, qui nous shake, comme on dit, Ouais. mais en regardant cette nouvelle-là aujourd'hui, écoute, comme tu as mentionné, les festivals de bière, ma découverte de la bière de microbrasserie a commencé avec les festivals de Robert, tous les concerts de gros artistes qu'on a Ben pu oui. avoir à Saguenay. Billy Talent, écoute, je suis allé voir Sum 41, Hey, c'était bon, ça. NoFX, Rise Again, ça Again. c'était Ça aurait supposé été venir. cette Ouais. année, c'était L'année COVID. Three Ouais. Days Grace C'est qui ça. était là l'année passée. Écoute, tous des artistes qu'on voyait à Québec et à Montréal, puis on se dit, ah, Saguenay, on est une petite Oh, ouais. région. Mais Robert, il n'y avait pas de limite pour lui. C'est Nommé ça. l'artiste international, Sean Paul est venu ici. Ben oui. Écoute, Florida, écoute, il n'y en avait pas de limite pour Robert, fait que on le salue, Ouais. honnêtement, puis il va manquer terriblement à la scène culturelle là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Yes, écoute, on se remet ça pour un prochain épisode qui devrait sortir après le Grand Prix d'Imola, qui va avoir lieu un peu plus tard au mois d'avril. Là. On a parlé un peu avec Raphaël tout à l'heure là, dans le coin du 16, 17, 18 avril. Sinon, ben, je vous invite à liker notre page Facebook, également à liker notre Instagram et bien sûr, partager ça. D'ailleurs, j'essaie là, de rendre le podcast maintenant en format audio. Je vous fais pas de promesses. Si vous l'entendez en audio, c'est que j'ai réussi. Si vous l'entendez en vidéo et pas en audio, c'est que je travaille encore là-dessus. Alors, merci beaucoup, Jean-Michel. Hey, ça a été un grand plaisir, puis à la prochaine. Et oui, à la prochaine.